Combien de personnes ne sont pas bien dans leur peau? Dans leur quotidien, se sentent submergées, dépassées. Combien d'entre nous se trouvent vraiment nuls parce que bon, on a quelques traumas, mais on a déjà fait un travail dessus, on est entouré, on n'a pas d'excuses pour continuer à, parfois ou souvent, se sentir mal ou dépassé ou épuisé. Et si on prenait la question dans l'autre sens? Et si le souci, ce n'était pas notre incapacité à se sentir heureux le plus souvent possible, mais l'inverse, ce serait parce qu'on vivrait dans une société qui nous dit ce que doit être le bonheur, et que celui-ci ne dépend que de nous, qu'il doit prendre telle ou telle forme, et que si on n'est pas bonheur, allégresse, bien-être et coucou au soleil toute la journée, eh ben c'est de notre faute. Je suis Maya et dans ces chroniques bimensuelles, j'explore d'autres pistes. J'ai passé, sans le savoir au début, en fait toute ma vie dans l'autisme sans déficience intellectuelle, de par ma famille, les ascendants et les descendants. Ça fait 10 ans que j'explique un monde à l'autre pour décoder les choses et les rendre plus simples, essayer de diminuer les violences inutiles. Et aujourd'hui, en pleine transition professionnelle, je me forme concrètement pour, au-delà de la pratique que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, acquérir les compétences professionnelles, vérifier mes acquis, mes ressentis et pouvoir plus tard guider des familles. Je n'ai pas la science infuse, je prétends pas avoir raison sur tout, ni que tout ce que je dis soit valable et applicable à tout le monde. Je vous partage modestement l'état de mes expériences et certaines de mes connaissances actuelles, en étant ouverte au dialogue et toujours désireuse d'apprendre et de comprendre plus. On va commencer par des exemples qu'on m'a partagés, racontés, des moments que ces personnes considéraient devoir être des moments heureux et qui ont été des moments difficiles pour eux. Un couple qui se forme, ils sont amoureux, ils se retrouvent, ils ont mis du temps à se déclarer, ils se respectent, ils avancent ensemble, ils arrivent à des moments clés. Et pourtant, malgré le respect, malgré les échanges, le partage, l'un se sent bousculé dans ses routines et ses habitudes et a peur de s'ouvrir, tandis que l'autre se sent étouffé parce qu'il lui manque de l'espace, du temps. Et la liberté peut-être d'oser dire je t'aime, mais je dois aussi passer du temps seul, je dois respirer. J'ai besoin de temps pour me ressourcer dans mon espace, dans mes intérêts. Ils ont tous les deux des traits de TSA, mais ils le découvriront plus tard. Ils ont tout pour être heureux apparemment. Ils sont très chouettes l'un et l'autre, et chacun s'en veut, l'un comme l'autre, de n'être pas assez heureux, pas assez satisfait, pas comblé par le fait d'être à deux et de s'aimer. Plus tard, elle découvrira aussi souffrir d'un trouble dysphorique prémenstruel, et que c'est pas sa faute ou son manque d'effort ou de volonté qui fait que parfois elle est si fragile émotionnellement et intérieurement. Et lui, il s'est senti tellement responsable. Si elle pleure autant, c'est parce qu'il ne peut pas la rendre heureuse. C'est donc lui qui est nul. Son anniversaire se prépare depuis longtemps. Elle est autiste. Sa famille a fini par enfin comprendre combien elle déteste les surprises, combien le changement l'inquiète et à quel point elle a besoin d'être préparée à tout. Et puis sa maman a aussi compris que dans les fêtes, ce qui la rend heureuse, elle, sa fille autiste, c'est aussi le fait de justement se préparer aux choses. Alors tout est préparé ensemble, millimétré, selon son plan à elle pour ses 18 ans. Le resto mère-fille, et puis la balade dans le village d'enfance, les horaires, tout est calculé. Le moment du retour, la douche, le repas du soir, de l'entrée au dessert. Ses intolérances et ce que les autres vont manger, tout ça c'est pris en compte. Le moment des bougies. Les cadeaux, elle les connaît. C'est elle qui les a choisis. Elle a même pu en voir certains avant pour vérifier que c'est bien ça et éviter les déconvenus. Elle n'aime pas les surprises. Définitivement non. Elle en parle tous les jours, se réjouit infiniment de son anniversaire. Tout est prévu, tout est organisé pour elle selon ce qu'elle aime. Et le jour même, elle n'est pas aussi heureuse que ce qu'elle pensait devoir être. Alors elle culpabilise tellement, mais tellement, jusqu'à se sentir indigne d'être aimée et si nulle. Après tout, c'était parfait, c'était millimétré, il n'y avait pas d'imprévu. Alors pourquoi ne ressent-elle pas plus de bonheur? Lui, pour ses 50 ans, il voudrait la paix, rien. Le calme, pas de changement. Mais ses proches ne comprennent pas. 50 ans, ça se fait de bon sang. Il comprend bien pourquoi c'est important pour ses proches, alors il ne dit rien. Et quand arrivent les surprises, les invités cachés, les cadeaux surprises, il affiche son plus grand sourire. Quand sa chérie lui demandera s'il a aimé les surprises, il dira juste « Non, j'aime pas trop les surprises, pas trop ». Elle comprendra ensuite à quel point ça a été l'enfer pour lui, à quel point il déteste ça, et combien c'était simplement vrai et authentique son « j'ai besoin de rien, je souhaite juste du calme ».
Et lui, il n'aura pas osé le lui dire, parce qu'il sait que s'il lui dit plus franchement, ou s'il refuse qu'on le fête, elle sera profondément blessée. Il est censé être heureux de cette surprise, il ne l'est pas. Et finalement, on ne lui laisse ni trop le droit, ni trop d'espace pour le dire. Alors il va s'enfoncer un peu plus dans son espace, en espérant qu'on lui fiche la paix. Parce qu'être obligé d'être heureux devant les fêtes d'anniversaire surprise, c'est pas possible pour lui. Elle a 12 ans. Elle ne se sait pas encore autiste, sa famille non plus. Elle a tellement envie de faire comme les autres et inviter chez elle pour son anniversaire. Pourtant, pour elle, c'est pas comme pour les autres. À chaque anniversaire, ça finit en pleurs. Elle ne comprend pas. Sa famille non plus. C'est fou ça. On lui organise tout. Elle a toute sa classe à la maison pour un super goûter d'anniversaire, son gâteau préféré, des jeux, des animations non-stop, et ça finit toujours en drame. Elle pourrait quand même faire un effort pour être heureuse. Elle devrait être heureuse. Lui, il est dans les finalistes de la coupe de maths de son collège. Aucune équipe de son collège n'était arrivée aussi loin. Ils sont arrivés 16e sur 400 équipes régionales. Il devrait être heureux, on le somme d'être content. Il ne l'est pas. Il sait qu'il aurait pu faire mieux. Il voulait faire mieux. Il est convaincu qu'il savait faire mieux. Et ça l'énerve qu'on le félicite. Ils sont ensemble depuis des années. Ils finissent par décider de faire un pas de plus. Ils se connaissent très bien, ils se respectent. Ils décident enfin de vivre ensemble. Tout l'entourage se réjouit. C'est un choix commun qui les réjouit eux aussi beaucoup, tous les deux. Ils préparent ça longtemps en amont. Le lendemain de l'emménagement, elle craque complètement émotionnellement. Il comprend pas. Il en déduit qu'il ne peut pas la rendre heureuse, vu le pataquès émotionnel qu'elle lui fait. Elle non plus comprend pas. Elle est submergée d'émotions. Elle se sait mentalement heureuse, mais physiquement, elle n'en peut plus. Et elle craque complètement émotionnellement. Elle n'arrive pas à gérer. Et cette montagne émotionnelle, ça le fait fuir, lui. Donc s'ils sont pas heureux, c'est bien qu'ils n'ont rien à faire ensemble, non? Elle a un boulot stable, des collègues avec qui ça se passe bien, pas de gros traumas dans la famille, quelques valises qui ont été gérées, des amis, quelques-uns, un mari très chouette, présent, soutenant. Bon, certes, elle a été diagnostiquée TSA et elle nous explique qu'il y a 2 ou 3 trucs qui sont compliqués pour elle. Mais franchement, sa situation est bonne. Elle a tout pour être heureuse. Et elle se permet de se plaindre ou de dire qu'il y a des trucs qui vont pas. Non, en fait, elle ne se permettra pas de le dire. Parce qu'en effet, il y a franchement pire comme situation. Alors elle s'en voudra de ne pas être heureuse. Elle a tout pour. Donc si elle ne ressent pas plus de bonheur, ça doit être de sa faute. Elle ne fait pas assez d'efforts. Allez, j'arrête là pour les exemples. Qu'ont-ils en commun? L'injonction au bonheur, bien sûr. Ces personnes seraient censées être heureuses, au vu de ce que la société leur dit, de ce que les normes définissent comme source et cause de bonheur. Et l'autre point commun, ces personnes s'en veulent. Elles se sentent coupables de ne pas être heureuses comme elles sont censées l'être. Conséquence, la culpabilité, la dévalorisation. Si je ne me sens pas heureux, alors que sur le papier, il semble que j'ai tout pour l'être, c'est donc que je suis nul, incapable, faible, coupable. Coupable de ne pas être heureux, de ne pas faire assez d'efforts, de ne pas ressentir de la joie intense, malgré ma vie pas si compliquée que ça par rapport à d'autres. Coupable de ne pas me sentir heureux malgré mon entourage qui m'aime et qui fait tellement pour moi. Donc je suis pas à la hauteur. Ouf, ça fait mal, hein. On imagine bien la détresse interne. Alors si on prenait la question dans un autre sens, si on regardait les 4 choses suivantes. 1. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne se sent pas heureux quand on est atypique? En 2, d'où peut venir cette injonction au bonheur de notre société actuelle? En 3, c'est quoi se sentir heureux pour une personne atypique? Et en 4, qu'est-ce qui pourrait entraver le bonheur une fois qu'on a identifié ce qu'il n'est pas? Qu'est-ce qui peut entraver le bonheur pour nous? Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne se sent pas heureux quand on est atypique? La première question. Alors ici, j'ai fait une liste non exhaustive qui est donnée en l'état de mes recherches et de mes connaissances et des témoignages reçus. Des raisons, il peut y en avoir des très factuelles, comme le manque de sommeil, un trouble du neurodéveloppement, tel que l'autisme, le TDAH, un trouble 10, physiquement un trouble gastrique,
Mentalement, un stress post-traumatique, le trouble dysphorique prémenstruel, le TAG, le trouble anxieux généralisé. Plus biologiquement, le manque de soleil lié à l'arrivée de l'hiver, des douleurs physiques non soignées, une fatigue chronique, une situation de harcèlement, etc. En réalité, énormément de causes diverses peuvent altérer notre sentiment de bonheur. On pourrait les regrouper en 3 catégories. Les causes mentales, je viens de citer certains troubles. Les personnes ne sont pas coupables ni responsables d'avoir ces troubles. Ces troubles peuvent aussi s'accompagner et se soigner dans le cas de certains. Il y a aussi les causes physiologiques, physiques, qui sont à diagnostiquer, à traiter, à soigner. Et enfin, il y a les causes externes, l'environnement, la situation. On ajoute à ça, pour la personne TSA, la pression sociale, la nécessité d'adaptation et la quantité d'efforts que ça lui demande simplement de vivre dans une société qui a d'autres codes qu'elle. Et sur les causes physiques, un exemple, l'autre jour j'écoutais la vidéo d'un chercheur qui expliquait qu'une émotion commence dans le corps et va au cerveau, à l'inverse de la pensée qui commencerait dans la tête pour agir sur le corps. Il faut que je vous retrouve cette vidéo, que je vous la mette en description, vous me direz ce que vous en pensez. Alors il expliquait qu'une étude a été faite sur 2 groupes de personnes, un groupe recevant un produit neutre en intraveineuse et l'autre recevant en intraveineuse aussi de l'acide lactique. Chaque membre du groupe recevant de l'acide lactique, qui évidemment ignorait ce qu'il recevait, a manifesté dans les secondes suivant le départ de la perfusion une grande peur. Une très grande peur. Ils ont commencé à dire « mais je suis inquiet, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, qu'est-ce que c'est ?» Les autres, rien. Les autres, bon, ok, on fait l'expérience, voilà. Ce chercheur expliquait aussi avoir été en stage plusieurs mois dans un pays nordique, ça se passait très bien, il était heureux, et ça s'est gâté sans raison. Vraiment, il a cherché, il n'y a pas eu de changement. Tout se passait bien, et il a commencé à se sentir vraiment mal, à avoir des émotions négatives. Et il ne trouvait pas d'explication. Ce sont les Nordiques qui lui ont expliqué que la luminosité commençait à changer et à impacter le cerveau. Avec ces 2 exemples, on voit que des facteurs externes, physiologiques comme la lumière ou l'injection d'un certain produit, peuvent nous générer des émotions. Alors imaginez maintenant une personne autiste ayant des troubles gastriques, des troubles du sommeil et des douleurs liées à un syndrome d'Ehlers-Danlos. Comment cette personne pourrait-elle ne pas être imprégnée d'émotions difficiles alors que son corps supporte autant de douleurs et de fatigue ? Ajoutez à ça le fait que la plupart des autistes réagissent différemment, que ce soit au niveau des symptômes d'un trouble ou d'une maladie, ou que ce soit également à la prise du médicament. Et donc sont souvent mal ou tardivement compris et soignés. Alors on imagine bien à quel point l'état physique peut affecter le mental. On voit bien quand on a mal quelque part comme ça nous mine. On ajoute à ça les causes mentales et les troubles, souvent associés pour la personne autiste, le trouble général anxieux par exemple, ainsi que les facteurs externes, la situation familiale, la situation socio-économique, ce qui se passe à l'école ou au travail. Ça va faire beaucoup. Alors non, évidemment, dire à la personne « essaye de moins stresser pour ça et ça, ne te mets pas trop la pression, respire profondément, fais un effort quand même. » Alors non, ça ne va pas du tout l'aider à se sentir plus heureux. Ça va juste nier sa condition physique, sa condition mentale et sa réalité sociale. Et potentiellement, ça va retarder une prise en charge adaptée. Point 2, abordons maintenant la question d'où peut venir cette injonction au bonheur de notre société actuelle. Alors, ce sont quelques pistes, 3 en fait, pour comprendre pourquoi c'est une sorte d'obligation, entre guillemets, d'être heureux, et d'être heureux selon les normes de la société, sinon c'est pas drôle. Plus loin, on verra, pour des personnes autistes, ce que peut être le bonheur, leur bonheur. Et on verra que ça ne ressemble pas forcément à ce que les médias, les coachs, les réseaux et certains praticiens en thérapie nous disent de ce que devrait être le bonheur d'après eux. Voici donc 3 pistes que j'ai repérées de pourquoi cette sorte d'obligation, d'injonction à être heureux. Première piste, depuis des années, on est imprégné, sans forcément s'en rendre compte, mais on est imprégné dans toutes les sphères de notre société, de la notion de développement personnel.
qui en fait est issue de la pensée du New Age, qui vient du siècle dernier. Alors ça englobe la pensée créatrice. On est responsable de nos pensées et on va créer notre réalité. Si vous y croyez assez fort, vous allez être aligné, vous allez réaliser vos objectifs, vous allez être super heureux en couple et gagner plein d'argent en faisant le métier aligné avec votre intériorité profonde. Votre pensée est créatrice, c'est vous qui créez votre réalité. Alors non, tout ça donc c'est issu du New Age et d'ailleurs repris dans de nombreuses techniques de coaching actuelles et via les réseaux sociaux et toutes ces publications qui en quelques secondes vous expliquent votre pouvoir créateur. Entre parenthèses, qui vous explique aussi que si ça ne marche pas, la solution est très simple. Vous téléchargez le e-book gratuit qui vous donnera l'eau à la bouche pour acheter cette fois-ci la solution du praticien. Et c'est génial parce que là, dans l'heure qui suit, cette formation est à 97 € seulement, alors qu'elle vaut en réalité, d'après ce même praticien, 1300 €. Vous voyez, c'est un signe de l'univers qui veut votre bonheur et vous donne accès au succès en ne dépensant que 97 € à condition de le faire là, maintenant. Bon, vous l'avez compris, je caricature, à peine. Pour en revenir à ces techniques de développement personnel, on découvre que ça repose sur aucune preuve scientifique. Cette notion de pensée magique, de pensée créatrice, d'énergie, de pensée qu'on renvoie à l'univers. Et plus grave peut-être, ça nie toutes les causes externes. Par exemple, le milieu social de votre famille, le quartier dans lequel vous avez passé votre enfance, votre pays, l'éducation à laquelle vous avez eu accès, le fait d'avoir subi la guerre dans votre pays, dans votre famille, ou pas. Rien que ça change tout. On ajoute par-dessus la génétique, les prédispositions familiales, les maladies et les troubles du neurodéveloppement. Donc non, on n'est pas tous égaux et non, on ne peut pas créer sa réalité. Il y a une partie qui ne nous appartient pas. Il y a de l'injustice, il y a des différences entre les gens. Et se prendre dans la figure quotidiennement, via les magazines, les réseaux sociaux, les médecines parfois douces, qu'on croit bienveillantes et uniquement positives, se prendre dans la figure, donc qu'on crée notre réalité, et que si on fait le salut au soleil au bon moment avec une routine matinale et qu'on a le bon dosage de graines de lin au petit déjeuner, tout ira bien, eh bien c'est mensonger. Et c'est ultra culpabilisant. La réalité, c'est que la grande majorité d'entre nous, on fait ce qu'on peut. Et on essaye de faire au mieux. Et que ces injonctions à la responsabilité personnelle et à générer notre propre bien-être peuvent faire vraiment du mal en étant hyper culpabilisantes et enfermantes. Avec ces notions de pensée créatrice ou positive, on nous laisse croire qu'on peut contrôler nos pensées. Alors, spoiler, il semblerait que scientifiquement c'est faux. Donc si je peux contrôler mes pensées, tout dépend de moi. Aucun facteur sociétal externe ne pourrait m'affecter. Tout dépendrait donc uniquement de mon mental, de mon énergie, de ce que je projette. Alors si je suis malade, si je vais pas bien, si mon job est pourri et que j'arrive pas à être dans une relation de couple saine, ça veut dire que le problème, c'est moi. Je suis la cause et le problème de tout. C'est hyper culpabilisant. Dans la même veine de ce qui précède, il faut noter aussi que dans le monde de l'entreprise, ces techniques entrent. Certaines entreprises proposent des massages chaque deuxième mardi du mois, le fameux baby-foot pour décompresser et rire entre collègues, et des formations de développement personnel, etc. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on transfère la responsabilité. Si vous n'êtes pas heureux au travail, c'est pas parce que vous êtes mal payé, exploité, qu'on ne prend pas en compte les aménagements nécessaires dus à votre condition, ou c'est pas parce que vous devez faire 2 heures de transport en commun par jour alors que vous êtes autiste et qu'on vous refuse de télétravail. Non, non, si vous n'êtes pas bien dans votre job, c'est de votre faute, parce qu'avec tout ce qu'on vous propose pour votre développement personnel, vous pourriez faire un effort. Et enfin, en 3, je vais parler d'un autre truc qui peut aller dans le sens de cette injonction et responsabilisation au bonheur, dans la version parentale, l'éducation bienveillante. Ne me tapez pas tout de suite en commentaire, écoutez la suite et parlons-en. Elisabeth Feitit, dans son podcast Métachoc et sa série Éducation positive vraiment, je vous mets le lien comme d'habitude en description, commence avec ces mots. Quel parent ne souhaite proposer à son enfant un cadre qui lui permette de devenir un adulte épanoui?
capable d'identifier et d'exprimer ses besoins, ses désirs et ses talents. Ces 20 dernières années, l'éducation positive a fait son chemin dans nos esprits jusqu'à devenir une notion incontournable du paysage de la parentalité. Si cette pratique semble aujourd'hui tomber sous le sens, il m'est apparu important justement d'aller la questionner, de la scruter dans ses recoins, parfois obscurs, pour que celles et ceux qui ont recours le fassent en connaissance de cause, hors d'une adhésion de principe à ce qui, il faut bien l'admettre, flirte finalement assez souvent avec les injonctions et le dogme. Elle continue en disant « Ce que proposent systématiquement les figures d'autorité de l'éducation positive, c'est d'être toujours dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'accompagnement, pour éviter toutes les conséquences, tous ces possibles traumatismes à l'enfant. Et finalement, le message serait que l'enfant serait un être incapable, fragile, invalide, qui, à cause de la moindre, la plus minime maladresse d'un parent, va être condamné au pire. Ce qui donne un grand pouvoir sur les parents, en particulier sur les mères qui cherchent des solutions, d'autant plus qu'on leur dit qu'elles ont un rôle primordial et que leurs actions sur leurs enfants peuvent être dangereuses. » Fin de la citation. Est-ce que, dans notre culture actuelle et dans la façon dont on appuie, certes à juste titre sur l'éducation bienveillante, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de mettre une pression phénoménale sur les parents, les rendant responsables de toute douleur ou trauma à leur enfant? Est-ce qu'un parent peut être libre et heureux avec une telle responsabilité aussi immense? Et est-ce qu'un enfant va pouvoir avancer sur le chemin de son bonheur et de sa définition en dehors de ce cadre et de la responsabilité des parents? Je me pose la question et je lirai vos remarques avec plaisir. Avant de poursuivre, laissez-moi vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Et aujourd'hui, je suis allée voir dans les statistiques. Vous m'écoutez depuis les pays francophones d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, le Canada donc, chers amis canadiens que j'aime tant. Mais aussi depuis l'Espagne, le Portugal, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, la Polynésie française, l'Allemagne, les États-Unis, le Maroc, le Tchad, l'Angleterre, la Libye. Il y a même des auditeurs uniques, enfin un auditeur dans chaque pays, un au Népal, un au Japon, au Brésil, en Tunisie, en Hollande, au Honduras, au Congo, en Turquie, en Martinique et aux Philippines. C'est dingue. Alors merci, merci, merci. Chacune de vos écoutes, de vos étoiles sur les apps et de vos pouces sur YouTube m'encourage à continuer. À l'occasion, on fera un épisode avec quelques-uns de vos retours, commentaires, avec les échanges que j'ai pu avoir avec l'un ou l'autre en message privé sur les réseaux sociaux. Et dans 15 jours, je ne sais pas encore si l'épisode sera comment communiquer avec le prof de mon enfant ou les conseils de couple qui ne marchent pas pour les autistes. En tout cas, pour un thème comme pour l'autre, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et vos commentaires. Allez, on reprend avec ma partie préférée, celle que j'ai préféré écrire de cette chronique-là. Le point numéro 3, c'est quoi se sentir heureux pour une personne atypique? Donc regardons du côté de ces personnes autistes. Qu'est-ce que ça peut être pour eux le bonheur? Voici différentes choses définies par des autistes qui témoignent de ce qu'est le bonheur pour eux. Un contact mignon avec un animal, une connexion, un moment privilégié avec lui. Avoir un ou une amie à qui pouvoir se confier. Avoir un conjoint, une épaule sur qui s'appuyer dans les moments durs et avec qui rire et partager les moments de joie. Partager des moments mais pas nécessairement vivre avec et tout partager au quotidien. Jouer parfaitement un morceau de musique qu'on aime. Partager des jeux de société en famille. Avoir le droit de se retirer dans sa chambre lorsqu'on en éprouve le besoin, sans avoir à s'expliquer ou se justifier, et sans que ça blesse l'entourage. Jour après jour, se lever et suivre ses routines quotidiennes sans heurts, sans imprévus. Pouvoir s'adonner à son ou ses intérêts restreints, sans culpabilité et sans contrainte de temps, à fond et sans jugement. Une autiste aussi m'a dit qu'elle ressent beaucoup de bonheur lorsque son travail est fait, lorsque tout est bien classé, aligné, que la compta est à jour. La satisfaction du travail fini, rangé, classé, bien fait, envoyé, archivé, quel bonheur pour elle. Rien qui traîne dans la tête,
la tension et la pression des trucs encore à faire, entre guillemets, qui s'envolent pour un moment, avant que très vite, la prochaine urgence vienne envahir le cerveau. Une autre dit, après le ménage, lorsque c'est propre et rangé, que rien ne traîne, et que le soir, elle met un pyjama propre pour rentrer dans un lit avec des draps changés. Se sentir en paix avec soi-même, ne pas s'en vouloir, ne pas se juger, ne pas se dire « fais plus d'efforts ». C'est vraiment une source de paix pour certains, et donc de joie. Dans la même veine de ce qui précède, ne pas avoir à correspondre aux normes neurotypiques, être libéré des attentes des autres, se respecter soi-même, et simplement être soi, avec ses bizarreries éventuelles, donc finalement être libre d'être soi. C'est défini par de nombreux autistes comme le bonheur. Être content de son quotidien, simplement. Là aussi, on approche du bonheur. Par exemple, la simplicité au quotidien d'un espace agréable, lumineux, avec son animal de compagnie et sa couverture préférée. Les petites choses qui ont beaucoup d'importance en fait pour les personnes autistes sont aussi source de bonheur, comme certaines conversations avec une personne aimée sur un sujet aimé, le toucher pour ceux qui aiment ça, écouter de la musique, être au calme, lire. Plus dans les détails, une personne hyperacousique m'a dit, elle est aussi très sensible à la lumière, et elle m'a dit avoir la tête sous l'eau, pour elle, c'est le seul moment où son cerveau n'est pas saturé de son. Alors nager et mettre la tête sous l'eau, à condition de ne pas être dans une piscine bondée ou avec de la musique, c'est un apaisement qui lui procure un grand bonheur. Et à certains moments de la journée, voir les rayons du soleil darder entre les fenêtres, se poser sur les plantes avec cette lumière si particulière, la comble de joie. Son entourage parfois se moque un peu d'elle, parce qu'elle répète « Oh, mais que c'est beau !» Bah oui, mais pour elle, c'est important. Une autre personne expliquait que elle a renoncé, elle est arrivée à renoncer à quelque chose qu'elle aime et qui lui fait du bien, son centre d'intérêt, parce que c'était mal perçu par l'entourage. Et que ça a été un chemin pour elle de ne plus avoir à masquer son centre d'intérêt et de pouvoir simplement vivre ses passions malgré le regard des autres. D'autres personnes expriment la sécurité comme besoin premier, la sécurité mentale, la sécurité physique, ne pas se sentir en danger émotionnellement, la douleur de se sentir incompris, et à l'inverse, se sentir en sécurité mentalement, socialement, émotionnellement et physiquement, voilà leur définition du bonheur. Pour aller plus loin dans cette notion de sécurité, le fait de poser ses limites, par exemple, le samedi je vois personne, le matin on ne me parle pas avant telle heure et je réponds jamais aux messages le jour même, et ça pose aucun problème à mes proches. Eh bien, ces limites posées, c'est une condition du bonheur pour certains autistes parce que ça leur permet de respecter leur espace et leur temps et de vivre les choses de façon plus prévisible aussi. Pour certains, il y a aussi un sens ou plusieurs. Par exemple, si l'odorat est très sensible, une odeur aimée peut procurer une réelle sensation de bonheur. Le fait aussi de ne pas se sentir coupable ou responsable de tout. Par exemple, savoir que la colère de la femme de mon patron, c'est pas ma faute. J'y suis pour rien si mes collègues toxiques se crêpent le chignon ou me font la vie impossible au boulot. Et si ma voisine est débordée avec ses enfants, c'est pas ma faute ni ma responsabilité. Alors, ça paraît idiot de dire ça, mais en fait non. Donc si vous êtes du genre à vous sentir coupable dès que votre voisine crie sur ses enfants ou que vos collègues sont de mauvaise humeur, répétez-vous cette phrase. Ce n'est pas de votre faute. Parce que beaucoup d'autistes se sentent coupables et responsables de tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est un poids qui est invivable et destructeur. Est-ce que vous avez pensé à dire à votre enfant, à votre conjoint, à votre collègue autiste que votre état émotionnel ou les tuiles qui vous arrivent, c'est pas de leur faute, ils n'en sont pas responsables. Une autre chose, traiter ce qui est médicalement à prendre en compte apporte évidemment un réel soulagement et une paix physique et intérieure à de nombreux autistes. On parle par exemple des troubles du sommeil, des troubles type SED, endométriose, le trouble anxieux généralisé, le stress post-traumatique, une dépression, un diabète, des problèmes gastriques, etc. Trop souvent, on met la pression du bonheur sur le mental, et le corps devrait suivre. N'oublions pas que le corps a sa propre structure et que des choses non traitées, voire récurrentes, vont impacter durablement et négativement le mental. Encore une autre chose qui peut être définie
comme du bonheur, le stop à la pression de conformité. Un couple qui partage tout et vit ensemble, une famille recomposée comme dans les séries, maman qui cuisine le soir pour un repas familial, tous ensemble et dans le dialogue, l'ado qui aime sortir, fumer en cachette et faire des TikTok, avoir un petit copain, travailler à 100% ou s'éclater dans les activités manuelles au foyer avec ses enfants tous les mercredis matins. Et si tout ça, c'était que des clichés? Et si on s'en libérait pour créer nos propres codes personnels et familiaux, ceux qui nous vont bien? Est-ce qu'on ne s'approcherait pas un peu plus du bonheur en s'éloignant de la suradaptation aux codes sociétaux? Et je termine cette liste des choses qui peuvent rendre heureuses des personnes autistes avec une chose qui peut sembler très atypique pour des autistes justement, et pourtant procurer un grand bonheur à certaines personnes atypiques. Il s'agit de couper les ponts. Et oui, les autistes n'aiment pas le changement, c'est bien connu. Et pourtant, certains d'entre eux aiment déménager, changer de zone, de boulot, de voisin, parce que c'est la seule façon de réinitialiser leurs relations, les codes sociaux, de repartir à zéro, sans avoir à justifier leur changement, leur évolution, leurs limites, leurs stops, leurs besoins d'adaptation. Certaines personnes atypiques se sentent coincées dans des relations qui sont normées, finalement codifiées, avec leurs voisins, avec leurs collègues, et elles n'ont pas l'énergie, elles n'ont pas non plus les codes pour dire j'ai évolué. Ça, je veux plus. Non, en fait, ce type de rencontre, j'en ai marre, ça m'épuise de venir à ce truc tous les mardis. Et j'en passe. Alors parfois, partir, redémarrer autre chose ailleurs, c'est l'occasion de réinitialiser tout sans se fâcher avec personne et de justement pouvoir, comme je disais tout à l'heure, se libérer des attentes des autres, poser ses propres limites d'espace, de temps et se consacrer aux choses et aux intérêts qui nous passionnent. Et ça peut rendre très heureux. On arrive au point 4 et on repart sur quelque chose de moins sympathique que le point 3. Et ce qui rend heureux, qu'est-ce qui peut entraver le bonheur une fois qu'on a identifié ce que c'est pour chacun le bonheur et ce que ce n'est pas? Qu'est-ce qui pourrait l'entraver? Là encore, voici une petite liste, toujours pas exhaustive, et encore tirée de mon expérience de terrain, et des choses que j'ai repérées qui peuvent entraver la capacité au bonheur des personnes autistes. À vous de compléter cette liste, si besoin. Le sentiment d'être indigne, de ne pas avoir de valeur, par exemple. Je ne mérite pas qu'on me souhaite mon anniversaire. C'est donc normal que mes contacts n'y pensent pas. La culpabilité. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure et je le remets ici. C'est de ma faute. Je suis responsable. Je vous l'illustre avec d'autres exemples. Mon comptable qui critique ma gestion dans un conflit avec une compagnie d'assurance. Une personne que j'aime et qui me quitte. Une fuite dans une canalisation. Mon enfant qui va mal. Un conflit au travail. Et je me sens responsable de tout ça. Eh bien, en fait, peut-être que c'est pas de ma faute. Mon comptable, il était sur la défensive, non pas à cause de moi, mais parce que sa salariée a clairement fait mal le job et il essayait de la couvrir pour pas que je lui fasse trop de problèmes derrière. La personne que j'aime m'a quittée parce qu'elle avait besoin de faire la paix avec elle-même et pas parce que je suis une personne super insupportable. Ou alors un peu 50-50. La fuite dans la canalisation de ma maison, c'est de la faute à pas de bol et c'était pas prévisible. J'en suis pas responsable. Mon enfant qui va mal après un énorme conflit à l'école, c'est légitime. Il s'est fait harceler, c'est pas parce que je suis une mauvaise mère que l'autre andouille l'a maltraité encore une fois. Le conflit au travail qui a éclaté entre mes collègues, en fait, j'ai rien à voir. J'y suis pour rien. Quel sentiment de liberté d'arrêter de se penser responsable de tout. Une autre chose qui peut entraver le bonheur, c'est de se dire c'est normal que la vie soit dure pour moi et c'est normal que je galère. Chacun doit prendre sa part. Oui et non. En aucun cas, on aurait l'obligation d'avoir sur notre dos ou sur notre corps une certaine dose de souffrance. Non. Ça peut aussi venir, ces entraves et cette difficulté de se penser avoir le droit d'être heureux, le droit d'être aimé, de mériter d'être soutenu. Parfois, ça vient d'un parent
qui n'a pas su répondre à nos besoins quand on était petit. Attention les parents, ne culpabilisez pas. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et nous faisons tous des erreurs. C'est à nous, enfants devenus adultes, de comprendre que si on s'est senti non aimable, mal aimé, non protégeable, sans valeur, c'est une fois qu'on est devenu adulte, c'est à nous de faire la part entre ce qui vient du manque d'attention de nos parents et de faire notre propre chemin pour comprendre que chacun d'entre nous est infiniment aimable. Quel que soit le message, encore une fois, que par maladresse, par omission, ou simplement parce qu'ils ont fait du meilleur qu'ils ont pu, nos parents, dans l'état de leur connaissance, dans l'état des connaissances psychologiques de leur époque, parfois par maltraitance, mais le plus souvent vraiment par maladresse ou ignorance. On est infiniment aimable, malgré tout ça. Et c'est à nous d'avancer là-dessus et de nous rendre compte qu'on n'est pas coupable de la négligence de ceux qui auraient dû nous aimer et nous protéger. Et quand on commence à se libérer de cette pensée enfermante, là on va pouvoir lâcher cette entrave et avancer. Une autre entrave, c'est lorsque votre entourage critique en permanence vos besoins et vous traite de personnes chiantes. C'est une non prise en compte de la réalité de la personne autiste. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est légitime et qu'en tant que personne autiste, on peut, avec son conjoint, en famille, avec ses parents ou ses enfants, et au boulot et dans les transports en commun, exiger « je suis autiste, donc c'est comme ça, taisez-vous, ça me gêne ». Je ne suis pas en train de légitimer ça. Il y a une façon pour la personne autiste de dire les choses. D'ailleurs, je prépare un texte, une chronique là-dessus qui s'appellera « Le fond ou la forme ». Le fond est vrai. Mon besoin en tant que personne autiste est légitime. La façon dont je l'exprime, attention, on peut apprendre la forme parce que la façon dont je vais dire les choses va faire que ça va être plus ou moins audible par la personne en face de moi. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand la personne autiste est constamment dévalorisée, critique, « Ah, qu'est-ce qui est pénible, celle-là, qu'est-ce qu'elle va encore nous enquiquiner, qu'est-ce qu'il va encore falloir s'adapter pour elle ?» C'est une non prise en compte de la réalité de la personne différente. Et un entourage qui ne comprend pas et ne soutient pas. Et donc la personne autiste va réagir soit en se révoltant, soit en intériorisant le fait qu'elle est pénible, qu'elle est lourde pour son entourage, qu'elle en demande trop et qu'elle a finalement bien peu de valeur puisque ses besoins ne sont ni entendus ni respectés. C'est une sacrée entrave au bonheur. Et ce que je viens de dire, ça s'applique aussi à l'école, quand elle ne prend pas en compte les adaptations nécessaires. À nous, parents, de trouver la forme pour dialoguer avec les institutions. Et il y a des associations qui sont expertes et qui peuvent aider dans le dialogue avec l'école pour la prise en compte des aménagements. Ça se fait aussi au travail. Il y a des associations et des job coachs qui peuvent, c'est pas magique, mais qui travaillent et qui peuvent aider à ces prises en compte. Parce que vos besoins en tant que personne différente, ils sont légitimes. Et c'est nécessaire qu'ils soient entendus et pris en compte. Vous le méritez. Je continue. La surcharge émotionnelle peut être une entrave au bonheur, y compris la surcharge de joie, les surcharges super positives, simplement parce que c'est une surcharge pour le cerveau autistique. Alors que la personne se sent dépassée et encore moins capable de bonheur, puisque même dans les moments définis comme joyeux, elle se sent mal. Et elle a du mal à identifier que c'est pas la joie le problème, ni elle, c'est la surcharge. Ça a été un petit peu trop. Il aurait fallu peut-être y aller plus doucement ou mettre des soupapes, des temps de repos. Et je termine par les soucis d'argent ou les soucis de travail. Est-ce que vous avez expérimenté combien la vie semble plus colorée, plus simple, plus légère, alors qu'on a des soucis économiques et qu'on est toujours sur la corde raide, quand tout d'un coup, quelque chose fait que la situation s'améliore? Un truc qu'on ne savait pas comment payer à la fin du mois, un stress immense, et finalement, il se passe quelque chose et on a une augmentation, on reçoit une prime qui n'était pas prévue, quelqu'un nous fait un geste. Il y a quelque chose, ou alors finalement, il y a une erreur et cette facture est annulée. Il y a quelque chose qui se passe et que ça s'améliore. Est-ce que vous avez
j'espère que vous avez pu expérimenter à quel point ça soulage et à quel point on se sent plus léger, plus libre. Eh ben, l'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Ben, je sais pas, parce que la précarité et le stress financier, ça génère énormément d'anxiété. Et c'est une vraie entrave au bonheur. Ça, c'est un fait. En conclusion, alors c'est vrai, oui, on est responsable de nos choix. Et dans une certaine mesure, on peut agir sur nos vies et notre capacité au bonheur. Mais ça définit pas tout. On est responsable pour une partie de notre vie. Et quand ça prend du temps ou qu'on a l'impression que ça marche pas, eh ben, si on se rappelle qu'à l'inverse des théories de la pensée magique, non, tout ne dépend pas de nous, de nos efforts, de notre attitude, mais qu'il y a aussi notre culture familiale, notre vécu, notre hérédité physiologique et psychologique, qu'on n'arrive pas au monde neutre, blanc, avec tous les mêmes cartes en main. Alors prendre conscience de ça et de ce que la société actuelle nous fourre dans le crâne comme injonction au devoir de bien-être et nous impose le développement personnel comme vérité brute, eh ben, comprendre que si on ne se sent pas heureux, c'est pas forcément de notre faute, c'est pas forcément de notre responsabilité. Parce que dire à la personne quelle est la cause de sa souffrance et qu'il faut qu'elle fouille en elle-même pour trouver les raisons de son mal-être, c'est hyper violent pour tout le monde. Et pour une personne autiste, j'ai envie de dire encore plus. Et en plus, c'est faux. Accepter que même si extérieurement tout semble rouler pour nous, mais qu'intérieurement, pour des raisons X ou Y, comme justement un autisme, un trouble anxieux, ou même si on n'arrive pas à identifier les raisons, accepter qu'on peut avoir des périodes creuses où que notre bonheur, eh ben, ça va être un son, ça va être une lumière, une lecture. Et donc quelque chose de très différent de ce que dit la société. Eh bien ça, c'est un pas immense pour plus de liberté et un petit peu plus de bonheur. En conclusion, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est ce que nous montre la société? Un couple, une maison, des longs repas de famille avec les cousins, de la musique, des fêtes, sortir avec ses amis, voyager, avoir plein de followers sur les réseaux sociaux, un corps de rêve et des enfants photogéniques? Évidemment non. Chacun, a fortiori les personnes TSA, aura sa propre définition. Moi, je me demande quand même si dans l'autisme, la définition du bonheur, elle s'approcherait pas plus d'une notion de paix et de sécurité, de paix intérieure, moins de bruit, moins d'anxiété, de sécurité émotionnelle, pas de stress social, des gens sur qui compter et qui nous respectent comme on est, sans qu'on ait à jouer un rôle, justifier ou faire des efforts, se suradapter, souffrir moins au niveau physique, dormir mieux, pouvoir dédier du temps, un temps de fou à ses intérêts restreints, sans critique ni rejet. Est-ce que ce serait pas ça, dans l'autisme, qui s'approcherait le plus du bonheur? Je dirais pour finir que c'est bien de nous interroger, chacun, sur nos propres attentes, sur ce qu'est pour nous le bonheur ou la paix, et ensuite de faire un pas après l'autre pour construire ces moments-là, et les vivre sans culpabilité lorsqu'ils sont présents. Et enfin, si vous êtes le parent, le conjoint, voire le thérapeute d'une personne avec TSA, interrogez-vous d'abord. Vers quoi essayez-vous d'accompagner cette personne? Vers votre notion de ce que devrait être une vie heureuse et épanouie? Écoutez vraiment cette personne. C'est elle qui vous dira ce qui lui fait du bien, ce qui la rend heureuse. Vous pourriez être surpris. Et vous, j'ai envie de vous demander quand et comment êtes-vous heureux? Si vous êtes un fidèle auditeur de ce podcast Fais un effort, les chroniques du TSA, vous savez que normalement il y a un contenu caché à la fin. Eh bien aujourd'hui je ne suis pas inspirée. Je suis désolée, il n'y en aura pas. Mais je vais quand même vous dire un immense merci d'être là. J'ai lancé ce podcast de façon anonyme. Vous êtes de plus en plus à suivre sur les différentes plateformes et sur les réseaux. Ça me touche énormément. Merci, merci, merci. Merci de
de liker, de commenter. Merci d'écouter jusqu'au bout. Et écoutez, on avance ensemble. Voilà. À très vite.